Bonjour Moussaillon et bienvenue dans la taverne de Pongo Jones. Bonjour à tous et on vous accueille chaleureusement en cette période estivale dans la taverne de Pongo Jones. Période estivale qui est définie par la petite pause estivale de l'équipe TGCM. Mais avant de partir pour un repos bien mérité, l'équipe nous accorde de très nombreuses et riches sorties pour qu'on puisse s'occuper avant la rentrée et l'automne. On commence tout de suite par l'univers de Briscard avec la belle Margot. On l'attendait depuis de très nombreuses années, notamment notre pauvre petit Cotalos. Voici donc Margot, une figurine qui a été sculptée par l'indétrônable Emmanuel Pontier et mis joliment en couleur par Gwenelle Jouy-Boulard. Une figurine tout en rondeur, avec de très nombreuses formes, il faut bien l'avouer. Alors, je suis désolé quand j'ai préparé, je crois que je lui ai coupé les pieds, mais elle a bien des pieds, la figurine. Elle est pas en train de voler sur son socle de base. En tout cas, une figurine qui a un charisme certain, et on comprend tout à fait ce pauvre Cotalos qui a été repoussé par la belle et qui donc noie son chagrin dans l'alcool. Donc, qu'est-ce que nous avons donc pour cette sortie? Margot, c'est une mercenaire qui est sur socle de 80 et donc imposante mais pas colosse, qui vaut 150 couronnes. Pour ces 150 couronnes, nous avons un très bon profil avec des caractéristiques en constitution 6, dextérité 6, une force de 5, un mental de 5 et une agressivité de 1, avec un mouvement correct de 4. 9 points d'action, 35 points de vie, c'est une moyenne basse pour, on va dire, pour une figurine imposante, mais c'est tout à fait tolérable, notamment au vu de ses caractéristiques. C'est une fille, donc elle sera recrutable par la bande d'Angela et elle apportera d'ailleurs, comme on va le voir, un petit bonus pour cette bande. Une première attaque, poêle, ou poyel, je sais pas comment ça se prononce, c'est pas trop de mon coin cette expression-là, mais j'ai cru voir qu'en fait c'était un mot pour poil, qui fait à une main force dégâts. Vu la taille de la poêle, on peut comprendre qu'elle fout des baffes à 5 avec ça, et que ça sonne en cas de réussite critique à la place des dégâts supplémentaires. C'est notre cher Hobbit qui ne dira pas le contraire, les attaques de poêle c'est efficace. Une attaque de tir, pistolet, le jeu de mots est évident pour une vache à lait, qui est une arme à poudre, attention, à une main aussi, donc ça va, elle a deux mains, ça passe, qui fait soit 3 dégâts de poison, ou qui soigne un des 5 points de vie à un allié, je présume, on n'a peut-être pas trop envie de soigner un adversaire, mais en tout cas, si on fait un soin, il n'y a pas d'échec critique, donc c'est vraiment un tir qui fonctionne automatiquement tant qu'on est à portée. Une portée de 4 à 7 brasses avec une cadence de 3, ce qui est plutôt fort, notamment en version soin ou même dégâts de poison, puisqu'elle peut distribuer du poison à volonté et même à distance. C'est une arme, je trouve, extrêmement forte. Elle a une botte qui s'appelle Cornegidouille, j'espère que j'ai le bon accent, qui fait 1 des 5 plus force dégâts, avec en plus la victime qui est projetée à 1 des 5 plus une brasse dans la direction du dé, avec réception et forcément en plus collision à l'impact. Donc en plus c'est un jet de réception. Donc la figurine peut finir au sol avec des dégâts supplémentaires. C'est potentiellement 6 à 10 dégâts, c'est quand même pas rien. Et elle vient avec une petite carte supplémentaire avec de nombreuses capacités. Donc Margot, c'est une vache, mais pas n'importe quelle vache, c'est une vache à lait, qui fait qu'une fois par activation, les alliés en zone de contrôle peuvent bénéficier des effets d'un cataplasme ou d'un viatique en dépensant un PA. Alors moi, comment je le comprends, c'est une fois par activation d'alliés. C'est pas une fois par activation de Margot. C'est comme ça que je le vois, en tout cas, je peux me tromper. TGCM pourra peut-être confirmer ce soir, puisque ce soir, si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie, ce soir il y a la vidéo de TGCM qui va expliquer un peu le profil.
Mais moi, ce que je comprends, c'est que chaque allié peut, une fois dans son activation, utiliser cette caractéristique de vache à lait pour bénéficier des effets d'un cataplasme ou d'un viatique en dépensant un point d'action. Et au départ, c'est vrai qu'on se dit, un cataplasme ou un viatique, finalement, ça rend à chaque fois un des 5 points de vie. Hein. Sauf qu'il y a une petite nuance, je pense, puisque le cataplasme et le viatique, il y en a un, notamment le viatique, qui permet de se soigner soi-même d'un des 5 points de vie si on n'est pas engagé au corps à corps. Donc moi je le comprends comme ça, c'est soit le briscardier se met dans la zone de contrôle de Margot, comme c'est une imposante, elle a une zone de contrôle de une brasse, et à ce moment-là, il peut décider de claquer un point d'action pour se soigner lui-même d'un des 5 points de vie, tant que lui-même n'est pas engagé au corps à corps. Que Margot soit engagée ou pas, ça ne change rien. Il faut que l'utilisateur de ce viatique soit hors engagement. Ou au contraire, ce briscard allié peut utiliser la vache à lait pour utiliser un cataplasme, et le cataplasme permet de soigner un des 5 points de vie à un allié dans sa propre zone de contrôle. Donc à ce moment-là, on peut très bien utiliser l'allié qui se met dans la zone de contrôle de Margot pour soigner Margot elle-même ou un autre allié. Et on peut se retrouver comme ça à faire des sortes de chaînes de soins, puisque Margot arrive avec sa zone de contrôle d'une brasse, on peut se retrouver pile poil à l'extrémité de la zone de contrôle de Margot et utiliser sa propre zone de contrôle pour être dans la zone de contrôle d'un autre allié qui est un petit peu plus loin pour soigner cet allié d'un des 5 points de vie. Et comme c'est un cataplasme, ça soigne en plus le poison. D'où je pense que TGCM a bien rajouté cataplasme, effet de cataplasme ou d'un viatique. Parce qu'il y a les deux utilisations possibles. Et ça permet donc finalement, grâce à des alliés, de soigner Margot ou un autre allié ou de se soigner soi-même. On voit tout de suite qu'en plus du pistolet qui soigne, c'est un très bon soigneur, un très bon soutien, cette Margot. Elle a une compétence Angela Approved avec youhou pour 3 points d'action, avec une portée de 2 brasses. On fait un jet d'opposition de mental, c'est pas de morale, mais de mental plus 1 des 10. Et c'est une fois par briscard mâle adverse par partie, quelle que soit la source. Et en cas d'échec, le mâle adverse donc perd sa zone de contrôle et passera sa prochaine activation à baver. Alors moi j'ai une petite question pour être sûr, parce que moi ce que je comprends, c'est que le mâle immédiatement perd sa zone de contrôle, et la prochaine fois qu'il va s'activer, il va rien faire. La question à savoir, c'est est-ce qu'il perd encore sa zone de contrôle lors de sa prochaine activation? Moi j'ai l'impression que oui, ça veut dire qu'il perd sa zone de contrôle tout de suite. Il s'active, il peut rien faire pendant son activation, à part subir les effets positifs et négatifs qu'il a sur sa tête et récupérer ses points d'action. Normalement, c'est juste qu'il fait rien, il n'a pas le droit de faire d'action. Mais moi ce que je comprends, c'est qu'il n'a toujours pas sa zone de contrôle lors de sa prochaine activation. Juste à confirmer quand même par l'équipe TGCM pour voir si j'ai bien compris. C'est potentiellement, je trouve, très fort. Parce que perdre la zone de contrôle, c'est-à-dire qu'on ne défend même plus les objectifs. S'il y a des alliés qui sont dans la zone de contrôle de cet adversaire, ils sont même plus engagés, donc ils peuvent sortir. Et je pense tout de suite, par exemple, au fameux totem de terre que les Thuléens vénèrent et qui est extrêmement énervant pour les adversaires. Vous lui faites un you-hoo, il se met à baver et il perd sa zone de contrôle. Alors, en partant du principe que le totem de terre est un mâle. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux. Est-ce que le totem de terre déjà est un briscard? Mâle. Voilà. C'est un totem. Donc, si on va là-dedans, on pourrait dire que oui. Encore une fois, peut-être à confirmer par TGCM. Hein. J'essaye de voir. Mais c'est vrai que ça contrerait pendant un tour le fameux totem de terre si ça marche dessus. Et donc, heureusement, ça a bien été rajouté par TGCM. C'est utilisable une fois par briscard mâle adverse, quelle que soit la source. Parce qu'effectivement, dans une bande d'Angela, comme cette capacité de youhou se rajoute, s'applique à toutes les personnes féminines de la bande, ça commence à faire potentiellement beaucoup de nanas qui peuvent le faire. Et donc on pourrait s'amuser quasiment à chaque tour à le faire au même bonhomme pour le bloquer. Et puis si vous avez 3 ou 4 filles
qui le font à chaque tour, enfin vous bloquez toute une bande, ça commencerait à être un peu trop fort pour la bande d'Angela. Voilà. Mais néanmoins, c'est une capacité extrêmement puissante, en particulier dans la bande d'Angela, puisque bah, de manière générale, les Fifi ont tendance à avoir un mental assez élevé, forcément. La plupart sont relativement intelligentes, elles ont moins de muscles, donc elles compensent par le cerveau. Bah, avec cette compétence-là, ça fonctionne très bien. Parce que c'est pas un jet de morale, mais de mental. Donc typiquement les colosses comme des Kotalos hein, ou des Minos qui tapent comme des brutes mais ont un mental de 1. Bah là par exemple Margot avec un mental de 5, c'est un jet en opposition avec Margot qui a plus 4. Et donc là toute la difficulté pour l'adversaire c'est se dire ben, est-ce que je teste le jet alors qu'elle a plus 4 et j'ai de bonnes chances de me louper et donc je perds une activation complète sur mon gros colosse ou mon gros bonhomme, ou est-ce que bah, j'assure le coup et je claque 3 points d'action pour lancer 2 dés plus ou moins relançables, mais dans ce cas-là, bah, je claque beaucoup de points d'action pour contrer cette attaque. Et bah, même si on est un colosse avec une grosse constite, quand on n'a plus de points d'action, après on peut se faire rapidement taper. Voilà, j'aime beaucoup cette compétence en tout cas. Et ensuite, deux petites compétences ce qui explique même que Margot est presque un duo pack caché avec Kotalos, puisqu'elle a la compétence Adulation, qui fait que la première fois qu'un adversaire ose entrer dans la zone de contrôle de Margot, Kotalos augmente immédiatement son agressivité de 1, donc il passe à une agressivité de 3, et donc ça augmente jusqu'à la fin de la partie. Et il a même le droit d'effectuer un mouvement gratuit vers Margot. Et s'il arrive dans la zone de contrôle de l'adversaire, il peut défendre alors à sa place. Et en plus, Kotalos n'est plus en état d'ébriété permanente tant qu'il est dans la bande avec Margot. Bah oui, maintenant qu'il peut voir la belle Margot, il n'a plus besoin de se bourrer la gueule, puis il n'a plus besoin de noyer son chagrin. Il faut qu'il se montre un peu sur son meilleur jour. Et il faut bien avouer que l'état d'ébriété permanente de Kotalos, c'était son principal problème. Et donc avec Margot, il devient très fort. On va le revoir après. Et enfin, la deuxième compétence qui est aussi liée avec Kotalos, c'est Mamie, hein, qui fait que Kotalos peut suivre Margot dans la bande d'Angela sans affecter l'effet de patronne de la Madone. Donc on peut très bien avoir une bande d'Angela avec Angela, Margot et Kotalos qui rentrent dedans. Kotalos n'a pas besoin du fameux rouge à lèvres et trousse de maquillage pour se camoufler. Il est accepté dans la bande d'Angela. Bon, ça commence à faire beaucoup de points. Je crois qu'on est à 445 points, je crois. Donc les trois réunis avec la capacité, les 20 points d'Angela pour la bande. Donc il reste plus que 55 points. Des Fifi à moins de 55 points, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Je pense notamment peut-être à Maë la violoniste. À 50 points, il y en a peut-être une ou deux autres, mais c'est une bande très, très restreinte. Hein. Mais pourquoi pas? En tout cas, on se retrouve avec une bande d'Angela, avec un colosse, avec un imposant dans la bande, et quelques petites compétences sympas. Voilà, on a un peu fait le tour de Margot. Néanmoins, je vous rappelle les compétences de Kotalos, hein, puisqu'il faut voir un peu avec lui, justement. Hein. Donc Kotalos, un colosse de 185 points, qui a des caractéristiques assez violentes, hein, 8 de constite, 5 de dextérité, 7 de force, 1 de mental. Hein, quand on est bourré et triste, forcément, voilà. Et une agressivité de 2. Donc avec Margot, dès que quelqu'un ose s'approcher de Margot, l'agressivité passe à 3, oui, ça l'énerve un peu. 9 points d'action, 38 points de vie. Sa fameuse rapière, qui fait 5 dégâts pour un PA, mais l'adversaire se défend avec 2 dés de base contre cette attaque. Alors, ça paraît embêtant. Avec une force de 7 et donc un seuil de 14, même si l'adversaire fait des défenses à 2 dés de base, et c'est la défense. J'ai un petit doute là en lisant, parce que comme c'est l'ancienne carte, est-ce que c'est la défense, c'est-à-dire la parade, qui s'effectue à 2 dés de base, ou est-ce que c'est aussi esquive, contre et désarmement? Peut-être reposer la question à TGCM. Si c'est que la défense, c'est pas très embêtant. Quand il y a un seuil de 14, c'est pas très gênant. Et typiquement,
Kotalos, c'est un tueur de Pingu. Puisque pour rappel, les Pingu, ils ont leur fameuse compétence qui leur permet de se défendre à 2 dés de base. Mais ça ne peut pas être amélioré. On ne peut pas rajouter un 3e dé. Et donc, quand ils prennent cette capacité, et c'est souvent le cas, hein, pour avoir un minimum de défense avec les Pingu, Kotalos, lui, son coup de rapière, finalement, il n'a pas d'effet négatif, parce qu'ils se défendent déjà à 2 dés, et ça ne peut pas être boosté. Voilà. Hein, pour tous ceux qui ont du mal contre les Pingu, un petit Kotalos, ça marche très bien. La botte de Nevers. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je vous enjoins à lire quelques classiques de la littérature française. Je crois même qu'il y a un livre, enfin un film ou deux, assez ancien, hein, sur cette fameuse botte de Nevers, hein, à l'époque des escrimeurs avec les... Comment on appelle ça? Je suis désolé. Les gardes du roi. Qui avaient les mousquetaires, pardon, et cette fameuse botte de Nevers, si je me trompe pas, c'était une botte qui était signée par le personnage avec un coup de rapière entre les 2 yeux, qui inflige 2 dés 10 dégâts, et si la cible en plus a une armure, son seuil augmente de 3, donc l'armure, la difficulté est augmentée de 3, donc l'armure marche beaucoup moins bien contre cette botte, forcément, avec un coup en pleine tête entre les 2 yeux, l'armure a tendance à moins bien marcher. Et s'il n'y a même pas d'armure, les dégâts sont augmentés et passent à 2d10 plus 2. Donc, l'ébriété permanente, c'est ce que je disais, avec Margot, ça disparaît. Et c'était son principal problème, puisqu'en fait, quelles que soient ses actions entreprises, les échecs critiques et les réussites critiques étaient inversés, sauf pour le moral. Ce qui faisait que, en fait, de base, Kotalos, ses échecs critiques, c'était sur du 10, et les réussites critiques sur du 1. Et quand il chargeait, les réussites critiques, c'était sur du 1 et 2. Alors, dans les faits, ça changeait, on pourrait dire que ça changeait pas grand-chose. On avait autant de chances de faire de critiques ou d'échecs critiques. La différence, quand on réussissait une réussite critique à 1, le seuil de l'attaque n'était augmenté que de 1. Et quand on reprend le coup de la rapière, quand on fait un critique et que ça rajoute 1 et que l'adversaire se défend à 2 dés, heureusement, on relance un autre dé derrière, mais le seuil monte pas beaucoup par rapport à un 10. Voilà. Et là, on enlève ça, ce qui fait que quand Kotalos il va faire un 10, il va augmenter son seuil de 10, il va augmenter sa force, etc. Ce qui fait que ça défend, en termes de défense, ça va être quasiment impossible à défendre. Alors que là, limite, Kotalos, il fait 3 critiques d'affilée, il a rajouté plus 3 à son seuil, quoi. C'est pas terrible. Et c'est la grosse limitation de ce colosse. À côté, il a cuir épais, puisqu'il réduit de 1 les dégâts de saignement. Et il a un spécial qui fait que lui et ses alliés au contact peuvent utiliser du rhum une fois par tour. Et on se retrouve déjà, là on voit la combo entre Margot, qui fait du soin à distance, du cataplasme et du viatique dans la zone de contrôle, et Kotalos qui apporte du rhum. On a avec les deux dans une bande de quoi soigner à foison et de quoi encaisser avec des relances de jet de morale. Et donc là, c'est très puissant, hein, les deux cumulés. Alors, que dire de ces sorties, hein? J'enlève Kotalos, de cette sortie en tout cas, de Margot. Une sortie très forte, très intéressante, sans être abusée. Elle a néanmoins un petit souci, comme la plupart de ces figurine-là, c'est que c'est un briscard couteau suisse. Un peu comme celui que j'aime bien, Big Pongo par exemple, Big Pongo, pardon, qui fait que c'est un colosse, il tape très fort, mais en même temps c'est un soigneur, c'est un lanceur de sorts, etc. Margot, c'est un peu ça. C'est Margot avec une concite de 6, une dextérité de 6, une force de 5, etc. On a envie de donner des coups de poêle un peu partout, de balancer des tirs de pistolet pour empoisonner toute la bande adverse à distance. Ça, c'est très fort. Je pense que tous les joueurs qui ont affronté des fougous savent que des tirs qui empoisonnent, c'est atroce. Hein. Sauf que à côté, on a aussi peut-être envie d'utiliser le pistolet pour soigner un petit peu un petit bonhomme qui est à droite à gauche, parce que avec un petit soin d'un des 5, il va ressortir de la zone colorée. Et donc il n'aura pas son test de morale à faire. Ou alors ça va le protéger un petit peu plus. Et donc toute la difficulté va être là. Elle a 9 points d'action, c'est beaucoup.
mais bah, on ne pourra pas tout faire. On ne pourra pas aller au contact pour taper comme des brutes, on ne pourra pas balancer des petits tirs de poison en même temps, et on ne pourra pas soigner ses alliés en balançant des cornes gidouilles. Donc il va falloir faire des choix. Bon, moi, ce que je vois, c'est que le premier tour, ou en tout cas le ou les deux premiers tours, tant qu'il n'y a pas encore de contact, ben, elle va faire des tirs de pistolet pour balancer des poisons sur la bande adverse. Et puis une fois que ça va s'engager, elle va donner des coups de poing, des cornes gidouilles, etc. Et de temps en temps faire du soin. Alors le problème du soin, c'est que comme c'est une arme de tir, il va falloir recharger de temps en temps les petits pieds de vache. Mais tout ça, ça va demander du doigté, de la réflexion sur comment rentabiliser. Parce que bon, Margot, elle fait 150 points quand même. Mais en tout cas, un très bon support qui s'en sert très bien effectivement avec Kotalos et qui est un peu dans la même trempe que celui que j'appelle Barry. Pardon, c'est le toutou. Je sais même plus s'il est encore disponible. Le petit toutou qui est lui aussi imposant. Si, Rutor. Voilà. Rutor en version imposant ou colosse. Qui est pareil, qui est un bonhomme qui tape très fort, mais qui apporte un petit peu de soin avec son petit tonneau et puis son aboiement. Donc elle est un peu dans cette trempe-là. C'est des personnages que moi, j'affectionne beaucoup, mais voilà, à rentabiliser en termes d'efficacité pure et brute, hein, c'est pas forcément les plus forts. Parce que bon, bah, ils ont pas une fonction principale, je tape comme une brute, et je fais que ça, comme à Minos par exemple, où je suis un soutien pur, comme, comme la Fifi des Orénoques, hein, qui enferme les adversaires en bouteille, etc. Donc il va falloir faire un choix. Elle est polyvalente, mais cette polyvalence a un coût et peut provoquer quelques petits soucis. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On en discutera peut-être avec l'équipe TGCM ce soir s'ils ont le temps de voir la vidéo entre-temps. Mais en tout cas, que ce soit la réalisation de la sculpture de la figurine, la mise en couleur, j'aime beaucoup le choix rouge profond et noir qu'a fait Gwenaël. Moi, j'aurais peut-être mis le rouge à lèvres justement bien rouge pétant plutôt que rose justement pour aller avec la tenue. Avec ses cheveux orange feu et tout, elle est vraiment cool. Et puis le profil, moi, me plaît énormément. En tout cas, moi, une très bonne sortie qui je pense, finira dans ma collection. Alors, je suis juste un petit peu déçu du coup, j'allais dire, parce qu'on peut pas faire une bande top à la vachette pour 500 points. Hein, j'avais pensé effectivement faire ben, le trio de vachettes, c'est-à-dire Kotalos, Margot et Minos, mais ça dépasse d'une vingtaine de points. Bon. Donc c'est un peu dommage, donc peut-être contre les aberrations, mais en partie standard à 500 points, plus 25 points d'équipement, le trio top à la vachette, version Interville, ça ne marche pas, c'est bien dommage. On va passer maintenant à l'univers de Carnage, avec une nouvelle figurine chez les Fang, l'affamé. Cet affamé, qui est une figurine qui a été sculptée de main de maître, il faut bien l'avouer, par Nicolas Bijard, et qui a été mise en couleur, je crois, je ne suis pas sûr, par Gwenaël Joly Boulard aussi. Alors, pourquoi sculpter de main de maître? Parce que par rapport au roman, on a limite envie de lui faire un don, là, de faire un don comme à l'UNICEF pour aller donner de la nourriture et lui offrir un peu de bouffe, quoi. Parce que ben, il porte bien son nom, hein. La figurine, je vais enlever le truc, quoi, pour bien que vous voyez, mais la pauvre, quoi, elle a vraiment la peau sur les os, les muscles sont tendus sous la peau, c'est terrible, quoi. Enfin, moi, j'ai rien qu'à voir la figurine, j'ai envie de me manger une raclette, là. C'est terrible. Elle me fait de la peine, hein, cette pauvre figurine, mais au moins on sent qu'il y a un truc, ça ressort bien, le thème est bien là. En plus, la pauvre, elle a les yeux bandés, et avec sa lame qui est incrustée dans son bras comme une lame, une petite lame comme ça, un peu arrondie. Certains ont peut-être la référence, mais moi ça me fait penser à un certain chasseur de démons de Warcraft avec Illidan, hein. Je suis aveugle, pas sourd, avec le bandeau sur les yeux, les petites lames dans chaque main, et puis je me jette sur les adversaires avec les muscles tendus. Ça. Je vois un petit peu la figurine là, un peu, alors en version Fang quand même, mais je sais pas si c'est voulu, en tout cas moi c'est ce que ça me fait penser. Et donc cet affamé, en dehors de la figurine qui est vraiment magnifique dans le côté décharné,
On a quoi? On a un profil de niveau 1 pour 45 pièces, enfin couronne, et en limitation 2. Alors forcément, limitation 1, le pauvre mec qui n'a pas été nourri depuis 3 semaines et qui est un mâle chez les fangs, on sait comment sont maltraités les mâles. Forcément, il ne pouvait pas être niveau 2 ou 3, donc c'est tout à fait logique. Et donc pour tout ça, on a quoi comme profil? On a une figurine donc, qui a une stature de 3, qui a 7 points d'action. Pour un niveau 1, c'est tout à fait correct. 18 points de vie, c'est pas grand chose, mais pour un fang affamé, c'est normal, quoi. Et des caractéristiques extrêmement marquées, avec une vitesse de 4, une puissance de 2, une agilité de 4, une constitution de 2, une témérité et une intelligence de 2. Forcément, le pauvre, il a faim, en plus il a un bandeau sur les yeux, donc pour apprendre des choses et lire, c'est compliqué. Et puis la témérité, quand t'es à crever, quand tu crèves de faim, à part avoir envie de manger, t'as pas trop envie de faire grand chose. C'est un fang, donc il a la règle endurance. Il a brutalité 2. Alors ça peut paraître étonnant, on va voir pourquoi après, puisqu'il a qu'une puissance de 2, donc c'est vrai que de base on n'a pas envie d'utiliser l'effet de paix et la valeur de paix, parce que ça diminue vachement le seuil de son attaque. Par contre, justement, c'est compensé par le sang m'attire 3. Donc pour rappel, dès qu'une figurine adverse qu'il attaque saigne, il rajoute 3 à son seuil d'attaque. Donc ça permet de compenser justement. Il est indépendant, donc une règle qui peut être utile, fort utile même, en mode bataille. Et il a 2-3 petites règles personnelles qui commencent par gloutonnerie. Forcément, c'est un affamé. Il n'a pas mangé depuis 3 semaines de manière volontaire. Enfin, pas lui, mais en tout cas, les femelles fangs l'ont affamé depuis 3 semaines de manière volontaire. Donc forcément, il double les dégâts de ses morsures si l'adversaire possède tous ses points de vie. Bah oui, un bon quartier de viande encore bien juteux, ça lui restaure ses points de vie et ça augmente ses dégâts à cause du fait qu'il soit affamé. Alors, pour rappel, morsure, c'est une règle qu'on n'utilise pas trop, mais qui, chez lui, on va être amené à l'utiliser beaucoup, parce que c'est une attaque à 2 points d'action, qu'on peut faire qu'une seule fois par activation, et on choisit 2 de ses caractéristiques, donc là on aura tendance à utiliser V et A, puisque ça ne change rien à l'effet, et ça inflige 1 des 5 dégâts, et ça provoque un test de témérité, avec un seuil de 10. Et en cas de réussite critique, ça inflige un saignement 2. Donc c'est le petit bonus en plus avec le sang m'attire. Là, on se retrouve avec gloutonnerie, donc ça double les dégâts. Donc on a un affamé qui va faire 2 des 5 dégâts. Pour 2 points d'action. Alors certes, on peut avoir 2 de dégâts, mais on peut aussi avoir 10, avec une moyenne quand même, on peut dire, de 5 ou 6 dégâts. Pour un niveau 1 avec 2 points d'action, 5 ou 6 dégâts en moyenne, c'est quand même pas mal. Et c'est surtout l'effet de je génère un seuil de témérité. L'attaque, enfin le test de témérité, pour rappel, c'est l'adversaire doit immédiatement faire un test à témérité plus 1 des 10, quel que soit son niveau, et il faut qu'il fasse au moins 10. S'il fait plus de 10, enfin 10 ou plus, il n'y a pas d'effet négatif. S'il fait moins de 10, la première fois qu'il échoue, quand il va se réactiver, il va récupérer que la moitié de ses points d'action. Ce qui est quand même très fort, les points d'action étant quand même le nerf de la guerre dans Carnage. On va dire dans Briscard aussi. Et il y a d'autres effets s'il le loupe une deuxième et une troisième fois. Mais parce que la deuxième fois qu'il le loupe d'affilée, il met fin directement à son activation et il perd la totalité de ses points d'action. Donc c'est une catastrophe pour lui. Mais donc c'est un truc qu'on va avoir tendance à faire avec cet affamé si l'adversaire qu'on attaque est full point de vie. L'affamé, il est immunisé à l'effroi et la terreur. Ça tombe bien, il a une témérité, une intelligence de merde. Le fait d'être immunisé, c'est plutôt bien. Et de toute façon, on va dire, il a déjà vécu l'enfer avec ses maîtresses femelles fang. Il ne pourra pas subir pire de la part de ses adversaires. Et dans le pire des cas, il va mourir. Comme de toute façon, il est en train de mourir de faim. Voilà, je comprends tout à fait la règle. Et par contre, il a un petit bémol. C'est s'il y a une carcasse dans son aura. Bon, il a une intelligence de 2. Donc vu son socle, l'aura est un peu limitée en
c'est 1,5 brasses si je ne me trompe pas autour de son socle, peut-être un peu plus, puisque l'aura c'est à partir du centre du socle. Donc s'il y a une carcasse dans son aura, il est obligé de faire un déplacement pour se mettre au contact et ensuite de claquer au moins un point d'action pour la dévorer. Par contre, comme il est affamé, le nombre de points de vie qu'il va récupérer sera doublé. Hein. Pour rappel, de base, si ce n'est pas une carcasse particulière comme les carcasses Tembo, etc., bah, vous claquez un point d'action, vous récupérez un point de vie. Lui, pour chaque point d'action claqué, il va en récupérer 2. Alors déjà, ça, c'est fort. Mais si d'aventure vous tombez justement sur les fameuses carcasses un peu particulières des Tembo ou autres, le nombre de points de vie est différent. Donc si vous tombez sur les carcasses là, ça devient ultra rentable. Vous pouvez avoir un affamé qui risque de récupérer la quasi-totalité de ses points de vie en une seule fois. Alors il faut juste que je revoie tout ça, mais il me semble que les carcasses de ces figurines là sont assez fortes. Je reprends dans les bouquins. Je reviendrai après. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire de cette figurine? C'est, pour moi, elle a 2 choix. Il ne faut surtout pas la comparer avec le larbin. On aurait tendance, hein, puisque c'est un mâle, donc on va se dire c'est un mâle qui coûte pas très cher, etc. Sauf que le larbin et l'affamé n'ont pas du tout les mêmes rôles. Hein, le larbin, il a vraiment un rôle de soutien, de surnombre pas cher. Hein. Il vaut que 30 couronnes. La famille vaut quand même 50% plus cher en termes de couronnes. Le larbin, il n'a pas accès aux armes. La famille, il peut être armé. Il peut avoir des armes, que ce soit des armes gratuites ou non. Hein, mais il peut avoir une arme. Et le larbin, il a des caractéristiques un petit peu plus lissées, avec surtout une vitesse, quand il est à proximité de la chef de la bande, qui monte à 5. Et surtout, le larbin, il peut défendre, ou même il doit défendre, je crois, à la place de sa maîtresse. Donc, le larbin, il a vraiment un rôle. Au départ, j'apporte plein d'activations tampons, comme on appelle ça. Et surtout, je peux défendre, venir défendre et apporter le surnombre et défendre auprès de ma maîtresse, hein, de la chef de la bande. L'affamé, c'est pas ça. Il a plutôt un côté agressif. C'est le pendant finalement offensif. Il faut presque plutôt le comparer en termes de coût et d'utilisation à aux petites fangues femelles niveau 1 au goulu. Parce qu'elles valent le même coût, elles peuvent être équipées, etc. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut plutôt comparer. C'est que si vous avez une bande qui va plutôt s'orienter avec des décatis, hein, qui ont des bonus qui augmentent les dégâts des goulus autour d'elles ou qui peuvent lancer des sorts finalement très facilement sur les goulus dans leur aura, bah, si vous avez des décatis, vous avez tendance à plutôt jouer des goulus, hein, puisqu'il y a le thème. Si vous n'avez pas de décatis, eh ben là ça va être un autre choix, parce que l'affamé par exemple, comme il est niveau 1, il peut avoir des armes gratuites, il peut avoir l'arc court. Avec une vitesse de 4 et une agilité de 4, ça en fait un très bon tireur. Voilà. Bon, le mec, je pense qu'au moment où il tire, il doit soulever un petit peu son bandeau pour pouvoir viser un peu, et puis vite le remettre en place une fois que, pour pas se faire voir par sa maîtresse, mais il tire super bien, hein. C'est un super archer de niveau 1, que ce soit avec un arc court, ou même si vous l'équipez avec un arc ou une arbalète de base. Hein. Bon, c'est un niveau 1, mais il marche pas plutôt bien. J'ai oublié d'ailleurs de dire qu'il a un dé de maîtrise, attaque et défense. Mais surtout, ce que je vois, c'est que c'est soit, en fait, moi je le vois plutôt, en fait, comme figurine, qui va achever un adversaire. C'est-à-dire que vous avez un adversaire qui va déjà avoir défendu les goulus, les larbins, vos autres pièces, etc. Et qui se retrouve avec plus aucun point d'action, ou très très peu de points d'action. Et là, vous lâchez l'affamé dessus. Soit le mec a encore tous ses points d'avis, et donc bah, vous commencez par l'effet de gloutonnerie avec une attaque de mâchoire, soit il a quasiment plus de points de vie et il a eu déjà un petit saignement, et là bah, vous vous déchaînez, parce qu'une attaque, littéralement une attaque en V et A, vous commencez avec potentiellement 12, plus le sang matir, vous commencez avec un seuil de 15, avec une attaque qui fait 4 dégâts de base, plus des petites attaques gratuites. Et puis les attaques gratuites, bah pareil, hein, une attaque gratuite avec à 4 plus 3 parce qu'elle s'en attire, ça fait un seuil de 7. Pour une attaque à 1 point d'action, voire une attaque gratuite,
C'est très fort. Donc un affamé, une fois que l'adversaire n'a plus de points d'action, vous pouvez lâcher l'affamé dessus et le finir. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que ça vous permet d'avoir un bonhomme, soit il a plus de points d'action, il a tous ses points de vie, bah, vous vous déchaînez dessus avec vos un ou vos 2 affamés, soit vous avez envoyé une grosse pièce sur l'adversaire, et bah, pas de chance, il lui reste, je sais pas moi, 7, 8, 9 points de vie, et vous n'avez pas envie de réactiver une grosse pièce dessus pour le tuer, bah, vous avez votre petit affamé en soutien qui vient, qui fonce dessus, et qui le finit. Et donc pour pas cher, vous finissez très facilement un bonhomme. Et si en plus votre affamé à ce moment-là, il a été blessé, et ben vous bouffez la carcasse pour un ou 2 points d'action, hein, en fonction, et vous récupérez le nombre de points de vie qui vous manque. Et c'est comme ça que je le vois. D'ailleurs, l'affamé marche très bien avec des licans, puisque les licans ont des attaques qui génèrent des saignements. Donc dans votre bande, vous pouvez avoir justement remplacé, si vous voulez une bande très agressive, vous remplacez vos goulus et vos larbins à la rigueur par des licans et des affamés, hein, avec un thème comme ça autour. Et c'est comme ça que je le vois. Bon après, comme je disais, l'affamé, bah, c'est un bon petit tireur pas cher, en fond de cours. Vous lui achetez un petit arc gratuit, vous lui mettez une petite arme. D'ailleurs, il y a des armes, je pense notamment à pas la dague, mais je crois qu'il y a une arme gratuite qui fait qu'en cas de réussite critique, vous générez des saignements. Donc ça marche très bien avec un affamé si l'adversaire n'a pas encore de saignement sur la table, sur la tête. Et donc toutes les petites armes à saignement, pas trop chères à une main, ça peut fonctionner. Voilà. Alors j'ai peut-être oublié des choses, notamment la brutalité. C'est aussi pour ça que je vois comme une figurine finisseuse, parce que on a envie, pour faire très mal avec l'affamé, d'avoir l'effet de paix. Avec brutalité 2, chaque effet de paix, vous commencez à plus 3 dégâts. Donc si vous faites une attaque à 3 PA avec 2 effets de paix, vous rajoutez 6. Donc si vous faites par exemple APP, 4 de dégâts plus 6, vous arrivez quand même à 10 dégâts. Vous faites une attaque à 10 dégâts pour 3 PA avec une figurine à 1 point d'action. Enfin, à un niveau 1. Par contre, vous avez qu'un seuil de 8. Avec potentiellement le sang matir, ça passe à 11. Sauf qu'un seuil à 8, si l'adversaire a encore des points d'action, il va très facilement réussir à le défendre, même sans claquer 3 points d'action, hein, là-dessus. Et donc, je pense vraiment que ça va être une figurine, soit il y a ou pas un sang matir, vous tapez avec V et A pour avoir des gros seuils, soit de manière plus efficace, vous attendez que quelqu'un ait déjà claqué tous ses points d'action et lui ait mis un saignement dessus, je pense notamment au lican, etc. Et une fois que l'adversaire n'a plus aucun point d'action, ou 1 ou 2, vous attaquez avec justement cet effet de A ou de V, avec double effet de P, pour utiliser cette brutalité. Mais il faut que l'adversaire n'ait plus de points d'action. Et je rappelle à Carnage, une figurine qui a plus de points d'action, elle défend avec un seuil de 0, même si c'est un tembo. Et donc, l'affamé, s'il commence avec un seuil même à 11, l'adversaire sur son dé, il faut qu'il fasse un critique pour passer, grâce au sang matir. Et c'est là qu'il devient très fort. Et c'est là qu'il permet de finir même une figurine qui a réussi à faire beaucoup de défense, qui a encore pas mal de points de vie, mais qui n'a plus de points d'action. Vous envoyez un affamé dessus, et littéralement en 6 points d'action, vous lui faites potentiellement 20 points de dégâts, sans compter les effets critiques. Voilà, c'est comme ça moi que je vois l'affamé. Soit vraiment finisseur comme ça, soit pourquoi pas au début dans les premiers tours, vous lui mettez un arc gratuit, hein, là-dessus. Et je reviens un petit peu sur justement les carcasses, parce que les carcasses de Tembo, les carcasses de Quagga et de Kellod sont un peu différentes. Par exemple, une carcasse de Tembo, pour 1 PA, vous récupérez 1 des 10 plus 2 points de vie. Et l'affamé, lui, va récupérer 2 des 10 plus 4. Vu qu'il a 18 points de vie, vous avez un affamé qui a plus que 1 ou 2 points de vie. Je pense qu'il mange une fois une carcasse de Tembo, il revient full vie. Voilà. Le Quagga, lui, ça rend 7 points de vie, donc il récupère 14. Donc si vous aviez un peu plus que 4 points de vie, vous récupérez la totalité de vos points de vie. Et pareil, le Kellod, ça récupère 9.
Donc de toute façon, même s'il n'a plus qu'un point de vie, vous mangez une fois un Kellogg avec un affamé et il récupère la totalité de ses points de vie. Donc l'affamé, potentiellement, peut être très embêtant de ce côté-là. On est là-dedans, hein. C'est vous attaquez une grosse pièce adverse, le Tembo, le Kellogg, le Quagga adverse, etc. Avec vos gros persos. Vous le finissez avec l'affamé, qui a pris peut-être des baffes avant, et il est obligé de manger la carcasse, il la mange une fois, et il bouffe. Voilà. Bon, sachant que ces carcasses-là peuvent être dévorées 2 ou 3 fois, et dans les règles de la famille, il va être obligé d'aller dévorer. Donc il va être obligé de claquer tous ses points d'action. S'il en a encore, par exemple, si c'est un Kellogg ou un Tembo qu'il faut manger 3 fois, bah, vu qu'on peut le manger 3 fois, s'il lui reste 3 points d'action, il est obligé de claquer ses 3 points d'action pour la manger, même s'il est full vie. Donc il faut faire ces petits côtés négatifs de la famille. Mais bon, à côté de ça, c'est une figurine pas chère qui peut remonter très vite en point de vie, qui peut potentiellement faire très mal. Et donc l'adversaire ne peut pas l'ignorer. Et en tout cas, au tir et au corps à corps avec V et A, il peut se défendre plutôt bien. Voilà. Par contre, ben, P et C, si vous tombez en face avec un Tembo qui fait des attaques à P ou C ou un Kérops, ben, forcément vous allez peut-être avoir un peu plus de mal à vous défendre. Ça fait peut-être un peu cher pour lui mettre un casque, parce que la figurine coûte pas cher, pour lui mettre un casque à nasal, je crois, qui permet de choisir ses caractéristiques de défense. Mais voilà, c'est plutôt une sorte de glace canon, vous le mettez en arrière et vous foncez sur l'adversaire au bon moment, en attaque de soutien, à la fin. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces sorties, hein, en commentaire ou peut-être ce soir. Je finis juste par une dernière chose. J'ai oublié de prendre les images, mais je vous enjoins à regarder sur le site de TJCM ou sur le Discord. Puisque TJCM vient de sortir plusieurs packs de décors. Alors, effectivement, par rapport à des gens qui ont une imprimante 3D, qui impriment en 3D, etc., forcément, en termes de coût, c'est plus cher. Voilà. Mais l'intérêt, c'est que souvent, quand on regarde en impression 3D, on a des choses qui sont faites pour du 28 ou du 32 mm. Et quand on essaye de mettre à l'échelle de briscard ou de carnage, le détail devient souvent assez grossier et assez moche. Pas tout le temps. Donc au moins là, l'intérêt, c'est que TJCM propose une gamme alternative pour faire des bâtiments. Notamment des murs, des portes cochères ou des portes carnage avec des dalles de 8 cm sur 8 et des pans de toit avec, qui complètent agréablement en fait ce qu'ils avaient déjà sorti, les murs à colombage. Donc avec tout ça, ça permet de faire des jolis bâtiments en décor pour faire des petites villes médiévales qui je pense marchent très bien à Carnage comme à Briscard en fonction de la peinture, etc., puisqu'on met comme décor. Ça a au moins le mérite d'exister, hein. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Je pense que ceux qui bidouillent bien avec l'impression en 3D n'avaient pas besoin de ça. Mais la majeure partie d'entre nous qui s'y connaissent pas trop en impression 3D, n'ont pas le matériel nécessaire et tout, ça peut faire une bonne gamme qui est adaptée en tout cas au décor. Sur Discord en plus, TJCM vient de poster avec des figurines à côté et on voit des figurines carnage qui font 8 cm de haut et qui passent sous la porte, hein. Donc on a vraiment une taille bien adaptée pour les figurines de Briscard, ça marche, hein, limite même pour les colosses. Mais en tout cas pour Carnage qui est un petit peu plus grand, ça marche aussi très bien. Voilà. Moi j'avoue je me tâte, hein, je vais peut-être faire un petit décor avec ça. Peut-être pas tout de suite, je vais attendre parce que je vais déjà acheter les figurines, hein. Les figurines c'est plus important. Mais un petit décor ça peut être sympa, donc je testerai, puis si j'ai un bon retour, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Après ce pourparler et en attendant la prochaine tournée, nous vous souhaitons bon vent sur les mers d'Entropia.